Lors de la dernière leçon, j'avais commencé à examiner la façon dont les jardins vivriers des Achuar de la Haute-Amazonie équatorienne figurent autre chose que leur fonction simplement nourricière. J'avais pour cela entrepris de replacer les essarts de polyculture au sein de l'éventail des modalités plus générales de gestion du végétal que les Achuar manipulent à la fois dans le jardin et dans la forêt, en mettant en évidence deux caractéristiques de cette gestion. D'une part, que la forêt est perçue et traitée comme un grand jardin. D'autre part, que les jardins sont plantés de façon à ce qu'ils ressemblent dans leur disposition, dans leur composition et dans leur structure à des forêts miniatures. J'avais souligné que si la forêt prend aux yeux des Achuar l'apparence d'une grande plantation, ce n'est pas parce qu'ils la cultivent eux-mêmes comme un jardin, mais parce qu'ils savent bien que leurs activités proprement horticoles, et notamment la transplantation qu'ils opèrent d'une quarantaine d'espèces sylvestres dans leur jardin, ces activités ont un effet à long terme sur la sociologie végétale de la forêt, en favorisant, au fil du temps, une plus forte densité d'espèces utiles dans des zones où les essarts sont ouverts environ tous les 2 ou 3 générations, soit approximativement dans une zone qui représente 10% de la forêt qu'ils considèrent comme leur territoire. Donc cette emprise de l'anthropisation sur la forêt est sans doute assez faible, mais elle est suffisante pour être perçue clairement pour ce qu'elle est par une population qui est très attentive au caractère distinctif de la forêt qu'elle exploite, tant pour sa subsistance évidemment que pour toutes sortes d'autres usages, et où l'on conserve en tout cas pendant plusieurs décennies la mémoire des sites d'habitat abandonnés. Mais comme cette anthropisation, tout en étant visible, n'est pas le produit d'une action planifiée, délibérée des Achuar, on comprendra qu'ils ne la reconnaissent en quelque sorte qu'au second degré, c'est-à-dire en déclarant que si la forêt est un grand jardin, ce n'est pas parce qu'ils la cultivent, mais c'est parce qu'elle est cultivée par un esprit qui s'appelle Shakaim, et qui la traite comme les Achuar eux-mêmes traitent leur jardin. Le résultat est le même. Du fait qu'elle est plantée et entretenue par un esprit, la forêt n'est pas plus un espace sauvage pour les Achuar que ne le sont leurs jardins. C'est pourquoi il n'est pas difficile pour eux de voir aussi leurs essarts comme des forêts miniatures, c'est-à-dire comme des plantations analogues à celles de Shakaim, mais des plantations qui, dans ce cas, relèvent de leur responsabilité. Du point de vue phénoménal, la ressemblance saute aux yeux, tant du point de vue de la diversité et du mélange des espèces que du point de vue de la structure étagée de la végétation. Les analogies entre les deux écosystèmes, la forêt et le jardin, sont frappantes. D'autant plus, d'ailleurs, que des plantes de la forêt sont présentes dans les jardins et que des plantes qui étaient autrefois présentes dans les jardins subsistent en forêt dans des friches anciennes qui progressivement deviennent impossibles à distinguer
d'une friche, précisément. On aura compris donc qu'il est absurde de voir la distinction entre le jardin et la forêt, dans un tel cas, comme une opposition entre le domestique et le sauvage, car lorsque les Achuars ouvrent un jardin en forêt, ils se contentent de remplacer par des plantations humaines, imitant la forêt, les plantations d'un esprit qui imite un jardin. Du reste, la distinction que j'ai faite lors de la dernière leçon à propos des espèces plantées dans les jardins entre, d'un côté, des cultigènes, c'est-à-dire les plantes qui sont le produit d'une sélection humaine, et d'un autre côté, les plantes sylvestres transplantées par les humains, cette distinction elle-même n'est pas faite par les Achuars. La taxinomie Achuar subsume, en effet, sous un seul terme, Aramu, je vais écrire, un terme que l'on pourrait traduire par ce qui est mis en terre par les humains, subsume sous cette catégorie toutes les plantes effectivement présentes dans un jardin, à l'exception des adventices, et encore seulement des adventices non désirables, c'est-à-dire les mauvaises herbes proprement dites. Les adventices qu'on peut appeler désirables, c'est-à-dire des plantes sylvestres utiles qui ont germé à partir de graines apportées en général dans les excréments des animaux prédateurs du jardin et qui ont été soigneusement conservées par les jardinières, ces plantes-là sont aussi dites aramu, car elles font l'objet de soins humains, même si elles n'ont pas été, à proprement parler, plantées par les humains. Le terme aramu désigne donc la possibilité d'une manipulation par les humains, et il s'applique également à des espèces sylvestres épargnées ou transplantées dans les jardins, espèces qui pourtant, lorsqu'on les rencontre en forêt, peuvent être en tout cas désignées, si on pose la question, comme sylvestres. Sylvestre est ikiamia. Ikiam, c'est la forêt. Ikiamia, ça veut dire de la forêt. Donc les informateurs disent oui, c'est de la forêt. Mais lorsqu'elles sont dans le jardin, elles sont aramu parce qu'elles ont été entretenues et manipulées par les humains. Donc cette ethnocatégorie aramu dénote moins une caractéristique essentialiste des plantes cultivées que leur relation à un lieu, le jardin, et à une activité humaine spécifique, la propagation des plantes à des fins de récolte, et de ce fait, le couple terminologique aramu-ikiamia ne recouvre aucunement une opposition entre plantes domestiques et plantes sauvages, mais un contraste entre les plantes cultivées par les humains et celles qui le sont par les esprits. Les deux ensembles étant, pour les Achuars en tout cas, conçus comme étant également domestiques. D'ailleurs, les Achuars opèrent une distinction analogue dans le règne animal. Leurs maisons, comme c'est le cas ailleurs aussi en Amazonie indigène, abritent le plus souvent toute une ménagerie d'animaux apprivoisés, qui sont des oiseaux qui ont été dénichés ou des petits du gibier que les chasseurs ramènent, qu'ils recueillent quand ils ont tué leur mère. Ces animaux sont confiés aux soins des femmes, ils sont nourris à la béquée ou au sein lorsqu'ils sont incapables de s'alimenter par eux-mêmes. Et ceux qui survivent s'adaptent très vite à leur nouveau régime de vie. Et au fond, il y a peu d'espèces, même parmi les félins, j'ai vu des ocelots apprivoisés en particulier, qui soient véritablement rétives à cette cohabitation avec
les humains. Ces animaux sont rarement entravés. C'est des animaux de compagnie, des pets, comme on dirait en anglais. Et il est encore plus rare qu'on les maltraite. Lorsque des enfants jouent un peu brutalement avec un de ces animaux de compagnie, on les réprimande. Même lorsqu'ils meurent de mort naturelle, il est rarissime qu'ils soient mangés. Autrement dit, ce sont vraiment des animaux familiers. On les appelle d'un terme caractéristique qui est tangu. Donc un terme qui pourrait être traduit par apprivoisé ou acclimaté aux humains. Et le terme peut également être employé en substantif. Et là, véritablement, il correspond assez bien à l'anglais pet. Par exemple, d'un jeune pécari qui va vaquer près d'une maison, on dira c'est le tangu d'un tel qui se balade là. C'est comme le chien ou le chat ou le canari d'un tel. Et si donc tangu évoque la domesticité, c'est-à-dire la socialisation dans l'univers domestique, dans la maison, il ne correspond pas à l'idée que nous avons d'ordinaire de la domestication des animaux. Les Achuar ne cherchant aucunement à faire se reproduire leurs animaux familiers de manière à établir des lignées stables. Ce sont des animaux qui sont prélevés occasionnellement parmi les animaux de la forêt, élevés dans la maison, mais sans aucun désir de les faire se reproduire en captivité. Donc le terme désigne une situation transitoire, d'autant moins opposable à un éventuel état sauvage que, en fait, les animaux apprivoisés, les tangus, sont également apprivoisés dans leur milieu d'origine, dans la forêt, mais ils le sont par des esprits. Les animaux que nous appelons sauvages sont en réalité les animaux familiers des esprits, qui veillent sur leur bien-être, qui les protègent des chasseurs excessifs. C'est pourquoi, quand on chasse, il faut toujours avoir affaire avec les maîtres des animaux. Les maîtres des animaux, ce sont les apprivoiseurs des animaux, les esprits apprivoiseurs des animaux. Donc, ce qui différencie les animaux sylvestres des animaux dont les Indiens s'attachent la compagnie, ce n'est nullement l'opposition entre la sauvagerie d'un côté et la domestication de l'autre, mais simplement le fait que les uns sont élevés par les esprits, tandis que les autres le sont temporairement par les humains. Donc on voit le parallèle entre les animaux et les plantes de ce point de vue. Revenons à présent aux plantes cultivées et à la façon dont les Achuar les conçoivent. Nous avons vu brièvement, lors de la dernière leçon, à propos des associations prohibées et des associations prescrites entre espèces, que les plantes du jardin sont de fait vues par les Achuar comme des personnes, une variété de personnes, dotées d'une intériorité, à qui l'on peut adresser des messages, des incantations en l'occurrence, des injonctions qui s'adressent à leur âme, et avec lesquelles on peut communiquer lors des rêves. Dans ce cas, les plantes apparaissent sous forme humaine et déclarent leur identité en disant « je suis manioc, je suis… » etc. De sorte que le jardin constitue une micro-société végétale au sens littéral, c'est-à-dire un collectif de gens feuillus avec lesquels les humains doivent vivre en bonne intelligence. Examinons à présent d'un peu plus près cette sociabilité végétale en commençant par le statut très particulier qu'ont les plantes du jardin pour les Achuar, non pas en tant que ce statut particulier soit dû au fait que les plantes soient des personnes, puisque très nombreux sont pour les Achuar les non-humains qu'ils traitent comme des personnes, mais parce que les plantes sont réputées pouvoir, les plantes cultivées, enfin les plantes du jardin en tout cas,
pour voir disparaître inopinément. Car tout comme c'est le cas avec les animaux, les plantes du jardin sont sous la juridiction des esprits, en l'occurrence d'un esprit, un esprit féminin, et ce n'est qu'avec son accord que les humains peuvent s'occuper de ces plantes, et toujours, en principe du moins, de façon temporaire. Cet esprit, je l'ai déjà évoqué lors de la précédente leçon, il s'appelle Nungui, et il joue un rôle très important, évidemment, dans les opérations de jardinage. Cet esprit est présenté tantôt comme l'épouse et tantôt comme la sœur de Schakheim, le maître des plantations de la forêt. Donc je vais en dire un mot à présent. C'est un être de sexe féminin, donc, dont l'habitat préféré est la couche superficielle du sol. Nungui dérive de Nunga, qui veut dire la terre, et elle est présentée comme la créatrice et la mère des plantes cultivées. À ce titre, ses exploits, ses actions, sont détaillés dans un mythe dont la structure est commune à tous les groupes dialectaux de l'ensemble Jivaro, c'est plus de 100 000 personnes. Et au fond, si l'on devait juger de l'importance sociale d'un mythe dans une culture au nombre de personnes qui sont capables de le compter, il est hors de doute que le mythe de Nungui serait, pourrait-on dire, le credo fondamental des Jivaro, parce que tant chez les Achuar que dans les autres groupes dialectaux Jivaro, c'est vraiment le seul mythe qu'absolument tout le monde connaisse. Chez les Achuar notamment, où une grande partie de la population semble assez peu intéressée par les mythes, c'est une histoire que tout le monde est capable de raconter, y compris les jeunes enfants, ne serait-ce que sous une forme très abrégée. Alors, bien sûr, il est très souvent hasardeux de se servir d'un mythe ésotérique qui n'est connu que par quelques individus afin d'y puiser des éléments de ce qui pourrait apparaître comme étant le système de représentation collective d'une population réputée en tout cas commun à tout un ensemble de gens. À l'inverse, me semble-t-il, le mythe Jivaro d'origine des plantes cultivées, le mythe de Nungui, constitue certainement un champ de référence qui est partagé par absolument tout le monde. Et on peut donc conjecturer que les événements que ce mythe retrace pourvoient un schème d'interprétation partagé par tous de l'origine et du statut des plantes cultivées. Alors, c'est un mythe qui possède un nombre considérable de variantes dans l'ère culturelle Jivaro. Celle que je vais vous présenter est assez différente des autres variantes qui ont été recueillies dans des groupes Jivaro voisins. Voilà donc le mythe tel que je l'ai recueilli il y a maintenant une trentaine d'années chez les Achuar, mais je pourrais le recueillir encore à l'heure actuelle. Je pense qu'il n'aurait pas beaucoup changé. Autrefois, les femmes ne connaissaient pas l'usage des jardins et elles étaient très malheureuses. Elles survivaient en récoltant les produits du jardin d'Ouyouch. Ouyouch, c'est le nom que l'on donne en Jivaro, en Achuar, mais dans les autres dialectes Jivaro aussi, au paresseux. Paresseux, l'animal, qui est ici est au féminin. Et celle-ci était la seule femme, Ouyouch donc, qui posséda des plants de manioc. Un jour que les femmes avaient surprise Ouyouch dans un jardin, elles lui disent « Petite grand-mère, par pitié, donne-nous un peu de manioc. » « Bien, répondit Ouyouch en désignant ses griffes, les paresseux ont des griffes impressionnantes, son pelage et ses dents, dites-moi ce que c'est que ça. Les femmes répondent « Tes griffes sont des wampushik. Wampushik, ce sont des guabas, c'est-à-dire c'est des ingas. C'est un arbre qui a des cosses assez longues, et ces cosses, en effet, sont assez, ressemblent assez aux griffes d'un paresseux. Ton pelage est la queue
de couillou. Couillou, c'est l'oiseau Pénélope, c'est un oiseau dont les plumes caudales sont d'un gris verdâtre qui est assez semblable à la couleur du pelage du paresseux. Et tes dents sont des tsapikiouches, ce sont des petits poissons qui donc peuvent évoquer par leur forme pointue les dents du paresseux. C'est bien, dit Ouyouche, à présent récolter le manioc. Donc les femmes remplissent leur panier hôte à ras-bord. Un autre jour, ces mêmes femmes s'apprêtaient à partir pour le jardin d'Ouyouche lorsqu'une femme folâtre, qui ne prend pas très au sérieux ce qu'elle dit, leur demanda d'aller avec elle. Et elles lui répondirent « Non, non, reste ici, car tu ris trop de la petite grand-mère et elle risque de se vexer. » Sans tenir compte de l'injonction, la femme folâtre les suivit à quelque distance et lorsque les femmes arrivent dans le jardin d'Ouyouche, celle-ci les soumet à nouveau aux énigmes. Les femmes passent l'épreuve avec succès, elles sont autorisées à remplir leur panier hôte de manioc, et sur ces entrefaites arrive la femme folâtre, à qui Ouyouche demande « Qu'est-ce ceci ?» Et elle montre ses griffes, et la femme folâtre répond dédaigneusement « C'est une griffe de paresseux. » Extrêmement courroucé, Ouyouche lui dit « Et c'est pour me dire cela que tu es venu. Est-ce que c'est là une façon convenable de parler ?» Et Ouyouche, en colère, va se suspendre sur la perche repose-pied de son lit. Il faut savoir que les Hatchoirs, comme les Jivaros en général, dorment sur des lits qui sont faits de stipes de palmiers refendus ou de bambous refendus, mais qui ne sont pas très grands. Et au bout de cette espèce de bas-flanc, il y a une perche sur laquelle les pieds qui dépassent reposent. Et on fait un feu sous cette perche pour que, dans les moments un peu frais de la nuit, on puisse avoir les pieds au chaud. Donc c'est sur cette perche que se pose la femme Ouyouche, et elle dispose en équilibre sur cette perche toutes les racines du manioc. Et Ouyouche déclare alors à la femme folâtre « Si tu es venu seulement pour me dire cela, tu ne pourras pas obtenir de manioc. » La femme folâtre décide malgré tout de ramasser le manioc, elle en ramène un plein panier hôte chez elle, elle le met à cuire dans une marmite, mais en sortant les racines de manioc, elle s'aperçoit qu'elles se sont transformées en morceaux de bois de balsa, trop durs pour être mangés. Et de ce fait, cette femme folâtre souffrait constamment de la faim parce qu'elle n'avait pas de plantes cultivées. Un jour, elle décide d'aller ramasser des crevettes d'eau douce dans un petit cours d'eau. Étant au bord de la rivière, elle voit passer au fil de l'eau des pelures de racines de manioc. Les femmes pèlent, quand elles sortent du jardin, vont au bord de la rivière, toujours une rivière au bord d'un jardin, parce qu'il y a des rivières partout, et pèlent le manioc au bord de la rivière avant de le ramener à la maison, et donc toujours les pelures dérivent au fil de l'eau. Donc elle aperçoit des pelures de manioc, et elle remonte la rivière, et elle aperçoit une femme chargée d'un nourrisson qui lavait et qui pelait du manioc. Cette femme, on l'appelait Ouyouche. Ouyouche avait aussi avec elle beaucoup de bière de manioc, et elle en servit en abondance à la femme folâtre. Et cette dernière lui dit « Petite grand-mère, allons récolter ton manioc. » Et l'autre refuse et lui dit « Prends plutôt avec toi cet enfant, mais je te recommande de bien la traiter et de ne pas la contrarier. Quand tu rentreras chez toi, tu diras à l'enfant « Bois la bière de manioc, et tes vases de fermentation seront remplis de bière de manioc, et tu lui donneras à boire en abondance. » La bière de manioc, ça se prépare avec de la purée de manioc réchauffée, que l'on mastique et qu'on le recrache dans des vases de fermentation, et ce sont les enzymes de la salive qui produisent la fermentation
de la purée de manioc auquel on rajoute de l'eau, ce qui fait une bière qui n'est pas très alcoolisée. Donc ce sont ces grands vases de fermentation qui font jusqu'à 60-70 cm de haut qui servent à cette opération. Donc la femme fait comme Ouyouch lui avait recommandé, l'enfant devient de plus en plus grasse en suivant ce régime, mais comme cette femme s'occupait exclusivement de nourrir l'enfant Ouyouch, la femme ne servait pas de manioc, de bière de manioc à son époux, mais seulement les rinçures des vases de fermentation. Et donc le malheureux passait ses journées avec le ventre vide, et lorsqu'il rentrait de la chasse, son épouse ne lui donnait à boire que des rinçures de vases de fermentation. Alors un jour, ayant constaté que tous les vases étaient remplis, les uns de bière de manioc, les autres de bière de plantain, les autres encore de bière de patate douce, c'est très bon la bière de patate douce aussi, le mari commande à sa femme de lui servir de la vraie bière de manioc. Celle-ci lui explique alors que les vases se remplissent lorsqu'elle dit à l'enfant Ouyouch de boire. Donc le mari exige que son épouse fasse nommer par l'enfant toutes les plantes cultivées, et l'enfant nomme alors le manioc, le plantain, la patate douce, l'igname et toutes les plantes cultivées. Et c'est ainsi que les plantes cultivées existèrent de façon authentique dans les jardins. Donc ils vivaient tous dans l'abondance. Lorsque le mari décide de prendre une seconde épouse, les Atchoirs sont polygames, peuvent avoir jusqu'à 4, 5, jusqu'à même 6 épouses, et comme c'est souvent le cas dans des mariages polygames, il y a la jalousie entre les épouses, c'est pour ça que les Atchoirs disent qu'il vaut mieux épouser des sœurs, parce qu'il y a moins de conflits possibles entre sœurs qu'entre des femmes qui se connaissent moins. Mais cela dit, la jalousie n'est pas exclue, et dans le cas présent, la première femme devient très jalouse et prend la décision d'abandonner son mari et d'abandonner l'enfant Ouyouch. Donc elle quitte la maison en recommandant de prendre bien soin des jardins. La deuxième épouse, voulant imiter la première, fait nommer toutes les plantes cultivées par l'enfant Ouyouch, et chaque fois que Ouyouch nomme une plante, celle-ci apparaît en abondance. Puis par jeu, elle demande à l'enfant Ouyouch de nommer les Ivianch. Les Ivianch, ce sont des esprits maléfiques, ce sont assez souvent les esprits des morts en particulier, ce sont des fantômes qui viennent hanter les maisons. Donc c'est une plaisanterie stupide. Et cela dit, l'enfant s'exécute, et des Ivianch d'aspect menaçant envahissent la maison, et pris de peur devant sa propre stupidité, en somme, la femme prend une poignée de cendre chaude et la jette dans les yeux de l'enfant. Furieuse, l'enfant se réfugie sur le toit de la maison, laquelle est environnée de bosquets, de bambous, kengu. Le kengu, c'est des grands bambous qui sont caractéristiques des terres basses d'Amérique du Sud, c'est Guadua angustifolia, et donc elle grimpe sur le toit et elle appelle un bambou avec un petit chant qui est toujours, tout le monde chante de la même façon quand on raconte le mythe, c'est Kengu, Kengu, viens me chercher, allons manger des arachides. C'est toujours répété 2 fois. Sur ces entrefaites arrive le mari qui dit « L'enfant a dit cela car on l'a maltraité, il essaye de la rattraper sans y parvenir, puis poussé par un coup de vent, un kengu, un grand bambou, tombe sur le toit de la maison, et Ouyouch s'y agrippe, le kengu se redresse, l'enfant Ouyouch, accroché à son extrémité, se divertit en se balançant. Il faut imaginer que c'est un personnage qui a tous les aspects d'un humain, mais qui est aussi un paresseux en même temps, c'est-à-dire que tous les personnages de la mythologie disposent d'une sorte de corps polyvalent qui est à la fois qui a des dispositions humaines, mais qui a aussi certains des traits de ce en quoi ils vont se transformer, et en l'occurrence d'un paresseux. Donc il faut imaginer une sorte de paresseux humain qui est accroché à ce bambou et qui se balance tout en haut. Et elle chantonne encore « Kengu, Kengu, viens me chercher, allons manger des arachides ».
puis elle descend à l'intérieur du bambou en déféquant régulièrement, et chaque fois qu'elle défèque, ça constitue un des nœuds du bambou. Presque déjà passé sous terre, Ouyouche s'arrête pour s'arranger les cheveux. Les gens de la maisonnée arrivent alors à s'en emparer, avant qu'elle n'ait totalement disparu dans le sol. Ils lui enjoignent d'appeler vivement la bière de manioc, mais l'enfant refuse, et au lieu de faire cela, elle prononce une malédiction sur chacune des plantes cultivées, tour à tour, et celle-ci commence alors à diminuer de volume jusqu'à devenir minuscule. Et l'enfant Ouyouche, c'est la fin du mythe, c'est littéralement ce que disait la dame qui me l'a raconté. L'enfant Ouyouche rentre alors dans la terre, où elle demeure à présent, sous le nom de Nungui. Donc dans toutes les variantes Jivaro du mythe de Nungui, les plantes cultivées disparaissent du fait de la malédiction de Nungui Ouyouche, mais selon des modalités qui divergent selon les versions. Dans la variante Chouard recueillie par, oui, je vais donner quelques références, qui a été recueillie par Michael Harner, les Chouards sont à l'ouest des Hatchouards. Dans cette variante, les plantes cultivées sont englouties dans la terre en même temps que les sentiers ouverts dans la forêt. En revanche, dans d'autres variantes, Chouard aussi, mais dans une variante Aguaruna, les plantes cultivées se transforment en plantes sauvages. Et une variante Aguaruna qui a été, donc les Aguarunas c'est un groupe Jivaro du Pérou, qui a été recueilli et commenté par Brent Berlin. Et cette variante est tout à fait remarquable car elle énumère très précisément les contreparties sylvestres de 22 des cultigènes mentionnés, c'est-à-dire ce en quoi se transforment les plantes cultivées sous la malédiction de Nungui. Donc la référence à Berlin, c'est ça, les deux textes de Brent Berlin. Le deuxième est facilement accessible puisque c'est l'opus magnum de Berlin, l'Ethnobiological Classification. Donc voilà les différentes espèces. Donc vous voyez, c'est des espèces importantes, le manioc, l'igname, le malanga, qui est une sorte de taro local, patate douce, les arachides, la plantain, etc., et se transforment en d'autres espèces sylvestres. Et Brent Berlin note les raisons, enfin les motifs de ces similitudes, et ce sont assez souvent des plantes du même genre, et qui présentent donc des ressemblances manifestes entre elles. Il y en a 22 donc en tout. Et comme on peut le voir, dans le cas des espèces qui sont à la fois les plus importantes sur le plan alimentaire et les plus répandues dans les essarts, ce rapport, comme je viens de le noter, entre les plantes cultivées et les plantes sylvestres est très étroit sur le plan morphologique, puisqu'ils appartiennent en effet très souvent au même genre, en tout cas à la même famille. C'est le cas pour celles qui appartiennent au même genre, des paires qui impliquent le manioc, l'igname, le malanga, la patate douce, la naranji, le roucou, la chira, le papayer et la goyave. Alors ce qu'il faut noter ici, c'est que ces paires ne reflètent pas une relation botanique d'engendrement du sauvage au domestique, comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire d'une domestication, une sélection d'espèces sauvages qui aurait engendré une plante domestique, cette plante domestique redevenant, si l'on peut, sauvage en se rapprochant de ceux dont elle était issue. Il ne s'agit pas du tout d'une réversion, il s'agit véritablement d'une transformation. Et il n'y a pas donc d'engendrement du sauvage
et au domestique, d'autant d'ailleurs que plusieurs des espèces cultivées parmi ces plantes n'ont pas été domestiquées en Amérique du Sud, mais ce sont des plantes importées. Du point de vue linguistique, d'ailleurs, c'est le nom des espèces sylvestres qui dérive de celui des espèces cultivées, généralement par redoublement. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le nom des espèces cultivées qui dériverait des espèces sylvestres. Vous avez plusieurs cas, Kenge, Kengenke, Inchin, Ichinchi, Douce, Doucenes, Yui, Yuish, Basu, Basumsu. C'est donc toujours un redoublement du terme initial. Donc au lieu d'une relation phylogénétique du sauvage au domestique, on a, à proprement parler, une transfiguration, c'est-à-dire un changement de figure révélant une parenté cachée sous la forme d'une organisation morphologique commune entre deux espèces. Dans les variantes hachoirs du mythe de Nungui, il n'y a pas, comme dans cette variante aguaruna, disparition des plantes cultivées, mais diminution par paliers successifs de la taille des plantes cultivées. Pourtant, que leur destin soit de disparaître complètement, de se métamorphoser en plantes sylvestres ou de devenir minuscules, les plantes cultivées par les Jivaros en général sont toujours sous la menace de cette malédiction de Nungui. En effet, le mode de réapparition des plantes après cette disparition première, après la catastrophe initiale, est généralement ambigu. Peu de variantes du mythe mentionnent explicitement le processus par lequel les humains récupèrent finalement l'usage des plantes cultivées. Dans les gloses hachoirs, on fait référence allusivement à la compassion de Nungui qui se résout finalement à donner aux humains quelques graines et quelques boutures afin qu'ils puissent planter de nouveaux jardins. Mais au fond, cet acte de bonté est assorti d'un corollaire. Il faudra désormais travailler durement pour maintenir cet héritage végétal qui est transmis précieusement de génération en génération. C'est un patrimoine de clones qui est transmis de génération en génération. Donc l'évanouissement des plantes du jardin, qui est attesté dans la mythologie, c'est une scène qui, selon les Hachoirs, peut se reproduire dans le théâtre du quotidien, et l'expérience du jardin à l'abandon lui donne un fondement empirique qui, loin de contredire les enseignements du mythe, ne fait au fond que renforcer la croyance au pouvoir de Nungui. En effet, les principales plantes cultivées, le manioc, la patate douce, l'igname, le malanga, le taro, disparaissent rapidement dans les friches, concurrencées qu'elles sont par la végétation spontanée de recrues et par les espèces sylvestres transplantées, notamment les fruitiers. Alors les Hachoirs retournent pendant au moins une dizaine d'années dans les friches récentes, non seulement pour récolter des fruits qui continuent encore à donner pendant longtemps, mais aussi pour vérifier si les plantes qu'ils reproduisent ordinairement par bouturage, comme le manioc, n'auraient pas, par germination spontanée, donné un plant qui soit morphologiquement distinct des autres, et qui pourrait donc constituer une nouvelle variété intéressante. Ils sont très attentifs à la forme, notamment la forme des feuilles. C'est par cette méthode, autant que par les échanges de clones avec des groupes voisins, que de nouveaux cultivars sont obtenus. C'est en retournant sur les friches pour voir s'il n'y a pas un clone qui tout d'un coup a muté.
La disparition donc des plantes cultivées par les humains et leur substitution par les plantes cultivées par Schackheim, c'est ça au fond l'abandon du jardin et le retour à la friche, sont pour les Hachoirs des expériences communes, des expériences répétées qui viennent confirmer la possibilité de cette catastrophe inaugurale relatée dans le mythe de Nungui. Alors, quelles sont les conséquences de cette genèse mythique du point de vue du jardin envisagé comme paysage? J'ai dit que je proposais de voir dans le jardin hachoir un paysage, puisqu'il figure en miniature une forêt du même type que celle qui l'entoure, et qu'il est donc bien, en ce sens, une transfiguration in situ, non pas tant d'un morceau de pays que d'un certain type de milieu. Mais c'est un paysage d'un genre très particulier, puisque les composantes de cette forêt miniature, à savoir les plantes dont Nungui a concédé l'usage aux humains, sont sous la menace constante de redevenir sylvestres, comme dans cette variante aguaruna du mythe de Nungui, en se transformant à rebours du processus initial de transfiguration en un doublet sylvestre. Donc le paysage est ici exposé constamment à disparaître, c'est-à-dire à redevenir le référent dont il est le signe iconique, et le paysage est ainsi toujours en passe de perdre, avec sa fonction de signe, son caractère de paysage, en se fondant avec ce qu'il est censé figurer, à savoir la forêt. Donc, loin de se manifester comme une opposition entre nature et culture, le rapport du jardin à la forêt se donne à voir comme une relation menacée de confusion entre une représentation et ce qu'elle représente. Certes, c'est une relation de transfiguration in situ, mais dont on voit qu'elle est toujours réversible. Donc on peut parler en ce sens d'un paysage métamorphique, ce qui correspond parfaitement au statut de la représentation dans une ontologie animiste, comme l'est évidemment celle des Hachoirs. Le propre d'une ontologie animiste, en effet, c'est qu'elle autorise la métamorphose, c'est-à-dire qu'elle autorise le basculement de point de vue entre le point de vue de la subjectivité interne et le point de vue de la forme corporelle. Le jardin, espace cultivé par les humains grâce aux plantes de l'esprit de Nungui, est une image de la forêt, espace cultivé par l'esprit Schackheim, lequel voit lui-même le jardin des humains comme une forêt empiétant sur ces plantations. Et la métamorphose est donc ici un jeu de perspective. Le jardin en friche, qui redevient forêt aux yeux des Hachoirs, est en réalité une forêt qui redevient jardin aux yeux des esprits. Examinons à présent la part que prennent les plantes cultivées dans cette opération, non pas du fait que les plantes cultivées sont frappées de la menace de disparaître, mais en tant qu'elles sont vues pour la plupart d'entre elles comme des personnes. Donc, ces personnes feuillues ont été créées par la parole performative de Nungui, et elles sont conçues comme sa progéniture. Et à ce titre, Nungui exerce sur ces plantes, jusqu'à présent, une autorité maternelle indiscutée, autorité dont les femmes doivent tenir compte dans les travaux du jardin.
On a vu donc que ce parentage ne s'exerce pas sur de purs objets physiques, car nombreuses sont les plantes du jardin qui possèdent une âme, ce qu'on appelle en Nachua wakan, une intériorité, qui donne une capacité subjective de communication, etc., une âme, si on peut dire, qui présente bien des caractères analogues à celles dont les humains sont dotés et qui donne aux plantes une individualité, les rend aptes donc à communiquer dans les rêves en particulier, qui les rend réceptives au discours qu'on leur adresse et qui donc fait d'elles des personnes. Personne, c'est en nature, c'est Eins. C'est-à-dire tous les êtres dans le monde, humain et non humain, qui sont dotés d'une âme, c'est-à-dire de cette faculté subjective, sont appelés Eins, les humains étant quelquefois qualifiés de Penge Eins, c'est-à-dire de personnes complètes, parce qu'ils ont tous les attributs d'une personne, alors que les non-humains n'en ont que des fractions. Donc, ce petit peuple des plantes établit en son sein des rapports de sociabilité identiques à ceux des humains. Et bien que cet aspect de la vie sociale des plantes cultivées fasse l'objet d'interprétations divergentes, il semble admis que les plantes du jardin puissent être classées en 4 catégories. Ce sont les plantes dont l'essence est exclusivement féminine, celles dont l'essence est exclusivement masculine, celles qui sont des 2 genres et qui vivent en famille avec leurs rejetons, et celles qui sont dépourvues de toute spécificité de genre et d'essence. Et même si le statut exact de certaines plantes mineures varie en fonction de gloses qui sont très idiosyncrasiques, qui sont très propres en fait aux opinions des femmes en particulier, puisque ce sont elles les premières concernées, on peut malgré tout dégager un consensus au sujet des plantes principales qui intègrent ces 4 classes. Dans la première catégorie, donc les plantes exclusivement féminines, les Achuar comptent Wayus, qui est une plante du genre Ilex qui permet de faire des infusions, Soie, qui est le génipa pour se peindre en noir, Ipiak, le roucou, pour se peindre en rouge, et qui sont dans la mythologie 3 jeunes femmes qui ont été réduites par des aventures mythologiques à leur avatar présent. De genre féminin également la patate douce et la courge. Dans la deuxième catégorie, les plantes masculines, on trouve les poisons de pêche, le massou, timiou, qui sont donc le loncocarpus et le clébadium, le tabac. Tous les 3 étaient des jeunes gens qui étaient autrefois notoires pour leur prouesse sexuelle. Le bananier est également masculin, bien qu'il n'y ait pas de mythe qui le concerne, ce qui tendrait à confirmer que le bananier est d'importation, a été amené avec la conquête. Et la troisième catégorie inclut surtout le manioc et les arachides. La troisième catégorie, c'est-à-dire les plantes qui vivent en famille, des 2 sexes, avec des enfants, le manioc, les arachides, dont on dit qu'elles ont une vie de famille calquée sur celle des humains, mais dont l'état présent n'est pas le signe d'une humanité antérieure. Enfin, il y a aussi des plantes qui n'ont pas d'âme, qui sont hors de l'ontologie animiste, si on peut dire, et qui existent banalement sous les espèces du végétal. Par exemple, un jour, j'interrogeais une femme sur le genre sexuel du papayer. Elle me répondit un peu agacée, mais comment donc un papayer pourrait-il avoir un wakan, une âme? Alors, je ne vais pas insister, mais comme elle n'avait aucun scrupule peu de temps auparavant à me dire que le poison de pêche timiou, le clébadium, en avait une d'âme, et que d'ailleurs, pendant la nuit, il importunait les plants de manioc qui étaient à côté. Donc, je ne vais pas insister. Donc, on remarquera que l'ensemble des plantes créditées d'une intériorité ne se borne pas à celles dont le passé humain est explicitement attesté par la mythologie. Au fond, l'attribution d'une âme à une plante semble indépendante de son usage effectif
puisque des plantes économiquement importantes comme l'igname sont, semble-t-il, dépourvues d'âme. Et par ailleurs, il n'y a pas de correspondance automatique entre le genre sexuel des plantes et le genre sexuel de ceux ou celles qui les manipulent, puisque des plantes féminines comme le Huayus, donc, qui sert à faire l'infusion, l'ilex, le roucou, le génipa, peuvent être plantées, récoltées par les hommes. Alors, en s'identifiant à Nungui et en détournant une partie de l'autorité maternelle que Nungui exerce sur les plantes cultivées, les femmes se représentent leur jardin comme un univers où règne la connivence de la consanguinité, rapport maternel à des enfants. Le peuple du manioc se constitue, de ce point de vue-là, en enfant paradigmatique, et bien qu'il ne soit jamais nommé, c'est à lui, au manioc, que la femme Hatchoir dédie l'essentiel de ses incantations aux plantes cultivées, ces chants appelés anent, dont j'ai explicité les principes de fonctionnement lors de la dernière leçon. Et comme le font les anentes qui sont, comme le font d'ailleurs les Hatchoirs lorsqu'ils parlent à des enfants, le ton des anentes qui est adressé au manioc est plutôt impératif. On cherche à diriger ou à corriger plutôt qu'à séduire. Cela dit, la consanguinité qui règne dans le jardin n'est pas exempte de menaces, puisque, par un transfert assez logique, les rejetons végétaux des humains s'épanouissent au détriment des rejetons humains. Comme on l'a vu en effet lors de la dernière leçon, le manioc possède, disent les Hatchoirs, la réputation de sucer le sang des humains, et tout particulièrement le sang des nourrissons, sang qui lui est nécessaire pendant la phase initiale de sa croissance et qu'il prélève ainsi subrepticement sur ses rivaux humains. C'est pourquoi les très jeunes enfants n'ont pas le droit de se balader dans les jardins sans surveillance. Et c'est pour ça, comme je l'avais fait noter lors de la dernière leçon, les aguarunas plantent des plantes qui sont censées apporter de l'eau au manioc de façon à l'empêcher de prélever le sang sur les humains. De même que le cœur est le centre de l'activité intellectuelle et émotive pour les Hatchoirs, le sang est le médium par lequel la vie et les pensées sont portées dans les différentes régions du corps. Or, les Hatchoirs estiment que chaque individu dispose d'une quantité de sang finie et qu'il est impossible de reconstituer le sang perdu. Donc chaque ponction est un pas de plus vers l'anémie. Ça s'appelle putsumar, pour traduire par blancheur en Hatchoir, qui est un état de faiblesse physique qui fait partie de la nosologie classique chez les Hatchoirs, physique et mentale aussi d'ailleurs, généralisé, qui, dit-on, chez les vieillards et chez les nourrissons, peut mener à la mort. Et cette menace de l'anémie, elle est prise très au sérieux par les Hatchoirs qui ont l'expérience des visites nocturnes que font les chauves-souris vampires et qui savent combien ces ponctions régulières peuvent affaiblir rapidement un enfant en bas âge. Il arrive souvent, quand on a les pieds reposés sur le repose-pied que j'évoquais tout à l'heure, de se réveiller avec le pied couvert de sang parce qu'une chauve-souris vampire vous aura mordu. Ce n'est pas très dangereux quand on est un adulte et s'il n'y a pas de rage dans la région, ce qui n'est pas le cas dans la région Hatchoir. En revanche, pour des nourrissons, des morsures répétées de ce type-là peuvent aboutir à des pertes de sang qui peuvent avoir des conséquences néfastes. Et d'ailleurs, on récolte parfois des racines de manioc striées de
de traînées rougeâtres que les femmes assimilent à des résidus du sang humain que la plante a sucé. Et on considère qu'une telle récolte est de mauvais augure et qu'elle annonce une mort prochaine dans le cercle des parents suffisamment proches pour passer régulièrement par ce jardin cannibale. La mère prudente doit donc maintenir un contact permanent avec les plants de manioc, qui sont des espèces d'enfants dénaturés, imprévisibles, qui menacent son existence et qui menacent surtout celle de sa descendance humaine. Et une femme peut même utiliser les capacités vampiriques du manioc pour proscrire l'entrée de son jardin aux indésirables. Par des anènes, par des incantations magiques appropriées, elle va s'efforcer de détourner l'agressivité des plantes vers un objectif acceptable afin que le manioc, une fois rassasié, n'attaque plus ses enfants. Je vais vous en donner un exemple, un aneth donc. Mon enfant a le sang à la bouche, il est le fils de Shakheim, maintenant transperce-le pour moi, ainsi parlant je les ai entendus se multiplier, j'ai eu la vision du petit éboulis rocheux, nous autres mêmes venant pour récolter, je les ai entendus se multiplier, j'en ai eu la vision, j'ai entendu se multiplier l'éboulis rocheux, je l'ai fait débouler, mon petit jardin se multipliant, j'en ai eu la vision, l'éboulement rocheux, j'en ai eu la vision. Donc c'est un anène qui est très riche en symboles polyvalents, je ne vais pas le commenter longuement, mais le thème de la prédation court comme un fil conducteur tout au long de cette incantation. L'anène commence par situer les enfants humains dans une position identique à celle des enfants végétaux, quand il dit « mon enfant », c'est-à-dire mon enfant humain en fait, a le sang à la bouche, il est le fils de Shakheim. En postulant que les enfants humains ont aussi des capacités vampiriques, la chanteuse entend les protéger de la menace des plants de manioc, puisque par un mouvement en retour, ce sont les enfants réels qui sont assimilés à des plants de manioc et non l'inverse. Et toujours sur la base de cette assimilation, la chanteuse recommande à ses enfants humains, comme végétaux, de transpercer pour elle les visiteurs indésirables. Et l'expression qu'elle emploie pour transpercer, transperce pour moi, c'est achintiurata, qui dénote la mise à mort avec une lance de guerre, et qui connote peut-être d'ailleurs une perforation identique à celle pratiquée par la chauve-souris. Donc, sous ces allures paisibles, le jardin est aussi le théâtre de périlleux affrontements. Et pour mieux comprendre la nature de ces affrontements, et pour mieux comprendre la nature très particulière de ce paysage, il faut revenir un moment sur l'organisation sociale de l'espace telle qu'elle est conçue par les Achuar. Jusqu'à la fin des années 70, qui est donc le présent ethnographique dont je parle, les Achuar étaient organisés dans ce que j'ai appelé des nexus endogames. Un nexus endogame, c'est quoi? C'est une collection de maisons dispersées, généralement à quelques heures de marche les unes des autres, mais maisons qui sont consolidées à un moment donné par le partage de 4 réseaux interdépendants, une même aire de mariage, c'est pour ça que je les appelle endogames, une même aire territoriale, c'est généralement l'axe d'une rivière, une même aire de solidarité factionnelle, les gens se regroupent lorsqu'il y a une guerre de vendetta pour lutter contre des voisins, et une même aire d'influence d'un grand guerrier qui va réussir à coaliser cette solidarité factionnelle. Donc le nexus est idéalement endogame car il constitue une zone d'intermariage régulier selon le modèle de parenté que les amazonistes appellent, enfin les anthropologues en général, mais que les amazonistes ont pris la coutume d'appeler dravidien, parce qu'il a été décrit d'abord pour les populations dravidiennes de l'Inde, et qui est un modèle dans lequel la répétition à chaque génération de la relation d'alliance de mariage réalisée par les parents produit une continuité linéaire
qui est dans d'autres systèmes ordinairement assurés par des groupes ou des principes de filiation. Et comme la distance sociale croît à proportion de la distance spatiale, le mariage au plus près est recommandé, mariage au plus près à la fois sur le plan géographique et sur le plan généalogique. Idéalement, c'est un mariage donc entre cousins croisés bilatéraux, et ce système promeut la stabilité territoriale de parentèles cognatiques qui vont s'identifier par une commune référence au nom d'une rivière qui forme l'axe ou la colonne vertébrale de la zone à l'intérieur de laquelle ces maisons se déplacent en général tous les 12 à 15 ans. Une maison, ça tient d'ailleurs à la durée de vie de la maison, près de 12 ou 15 ans, on est obligé d'en reconstruire une autre. Bien que les aires endogames n'aient pas de frontières clairement matérialisées, elles sont dans la pratique clairement délimitées, il existe un no man's land d'au moins une journée de marche ou de pirogue entre chacune de ces aires endogames. Et ces espaces inhabités ont notamment une fonction tactique, puisque les relations entre nexus voisins oscillent entre la méfiance déguisée et l'hostilité ouverte, laquelle éclate à intervalles réguliers dans des guerres de vendetta. Donc, là, je vais faire un peu de technique. Comme dans de nombreuses autres sociétés amazoniennes, ce système de parenté dravidien entraîne une caractéristique sociologique tout à fait notable, à savoir que l'endogamie du noyau de parentèle, qui est structuré par une relation d'alliance de mariage au sein d'un nexus endogame, tend à prendre l'apparence d'une consanguinité fictive, qui est obtenue par l'effacement, grâce à diverses techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, des liens d'affinité. Autrement dit, l'affinité se voit dès lors investie d'une fonction politique, qui est à la fois stratégique et ambiguë, puisqu'elle instaure l'échange nécessaire à la reproduction du groupe local, en même temps qu'elle établit au sein du groupe local une différence assez lourde de menaces entre deux catégories de parents, qui sont d'un côté les consanguins, de l'autre les affins. D'où la nécessité d'expulser conceptuellement vers la périphérie cette relation d'affinité, c'est-à-dire vers l'extérieur du nexus endogame. Autrement dit, pour dire les choses simplement, à l'intérieur du nexus endogame, tous les hachoirs se pensent idéalement consanguins, même si évidemment ce n'est pas le cas, en dépit évidemment des relations d'affinité qui les unissent, tandis que les hachoirs extérieurs au nexus endogame sont idéalement perçus comme des affins, c'est-à-dire comme des ennemis potentiels, même s'il peut y avoir parmi eux des consanguins. Donc on a une bipartition du monde social, qui est tout à fait typique des systèmes dravidiens amazoniens, entre des consanguins idéaux et spatialement proches en qui l'on peut avoir confiance, et des affins idéaux aussi, plus distants, toujours prêts à se convertir en ennemis. Et cette bipartition sert aussi à définir la conduite attendue des deux sexes. Dans leur usage de la terminologie de parenté dravidienne, comme dans les attitudes, les hommes s'adressent à des consanguins masculins comme à des affins, c'est-à-dire qu'ils emploient des termes d'affinité pour s'adresser à eux. Les femmes traitent comme des consanguins les affins des deux sexes, c'est-à-dire qu'elles utilisent, et dans leurs attitudes, elles utilisent des termes de consanguinité alors qu'elles devraient utiliser des termes d'affinité. Les co-résidents de sexes opposés de même génération oblitèrent l'affinité entre eux et l'accentuent dans les générations alternées.
Tous ces mécanismes, je ne vais pas rentrer à nouveau dans ces détails, contribuent à répartir l'affinité et la consanguinité de part et d'autre de la division des sexes, de sorte que les femmes sont perçues comme se mouvant dans une sphère de consanguinité exclusive et les hommes comme ayant seuls en charge les relations d'affinité, c'est-à-dire au fond les relations vers l'extérieur, dont la guerre bien sûr. Et cette bipartition entre consanguinité et affinité caractérise aussi le rapport des Achuar aux non-humains. Comme on l'a vu, la consanguinité idéale des femmes s'exprime dans leur maternage des plantes du jardin assimilées à des enfants, tandis que l'affinité masculine sert de paradigme à la chasse conçue comme un rapport à des parents par alliance, le gibier étant traité comme un beau-frère et les maîtres des animaux étant traités comme des beaux-pères. Quelles sont les conséquences de tout cela que j'ai résumé très rapidement sur la perception du jardin? En principe, on l'a vu, le jardin est un espace de consanguinité, et à plusieurs titres. D'abord parce qu'il est au cœur de l'espace domestique, de chaque maisonnée, et comme on vient de le voir, les relations d'affinité dans l'espace domestique sont gommées au profit des relations de consanguinité. Donc la maison et le jardin sont des lieux idéalement, conceptuellement, si vous voulez, consanguins. Ensuite, parce que le jardin est un espace féminin et que, comme on vient de le voir, les femmes sont plus particulièrement associées à la consanguinité. Enfin, parce que les plantes cultivées par les femmes sont vues comme leurs enfants et que les Achuar considèrent la maternité comme le rapport de consanguinité par excellence. Et pourtant, la plante enfant la plus commune dans un jardin, celle qui est vraiment dispersée partout dans le jardin, le manioc, est aussi la plus dangereuse parce qu'elle est cannibale. Et de ce point de vue, le manioc manifeste une attitude prédatrice qui est caractéristique non pas de la sphère de consanguinité propre aux femmes, mais plutôt des rapports d'affinité idéale que les hommes entretiennent dans la forêt avec d'autres hommes à l'occasion de la guerre et avec des animaux à l'occasion de la chasse. Du reste, en suçant le sang des enfants humains, les plants de manioc ne font que se venger du traitement que leurs mères humaines leur font subir, puisqu'elles alimentent leurs rejetons humains en bas âge avec de la bouillie de manioc. Donc cette entre-dévoration des enfants, humains et végétaux, fait que la consanguinité du jardin est en réalité paradoxale, et c'est ce paradoxe qu'exprime le jardin comme paysage. J'ai montré en effet il y a un instant que le jardin Achuar est un paysage au sens où il opère une transfiguration in situ de la forêt, mais que l'image miniature qu'il en propose est sous la menace permanente de disparaître et donc de se confondre avec ce qu'elle est censée figurer. Ce risque donc de confusion entre le jardin comme représentation et l'objet qu'il représente, la forêt, paraît bien illustré par le paradoxe de la consanguinité cannibale. Car en tant que signe, le jardin est bien un objet matériel dont la création et la perpétuation sont régies par le soin des femmes, c'est-à-dire la consanguinité domestique. Mais il est aussi contaminé, pourrait-on dire, par les valeurs d'affinité prédatrice qui règnent dans l'espace forestier qu'il figure.
Il est donc, le jardin, à la fois pleinement représentation iconique d'un espace singulier, la forêt, et sous certains aspects du moins, une actualisation réelle de cet espace. Et peut-être cette confusion toujours possible entre le signifiant et le signifié est-elle au fond une caractéristique générale de la transfiguration in situ, qui n'est évidemment pas le cas d'autres représentations paysagères, et en particulier de la transfiguration in visu. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine avec d'autres exemples amazoniens de transfiguration in situ de jardins vivriers.